sans plus attendre, les premières conférences de ce soir. La première des limites planétaires que nous allons explorer, c'est le changement climatique avec Ingrid Springinsfeld, pardon, qui est météorologue et référente pour la Bourgogne-Franche-Comté au sein de Météo France et membre du GREB, qui est le groupe régional d'experts sur la biodiversité et l'environnement. Ingrid, si tu veux bien te joindre à nous sur scène. Merci. Bonjour. Alors, normalement, voilà. Bon. Déjà, merci de me donner l'occasion de m'exprimer ici, parce qu'on se rend compte que c'est précieux, surtout ces derniers jours. Hein. Voilà, donc on a tous en tête les inondations en Espagne en 2024, qui ont fait plus de 200 décès. Et puis les méga-feux en Californie qui ont mis en difficulté sérieuse les services de protection contre l'incendie américain. Et donc oui, le climat change. Je vais vous expliquer les grands processus en cours, les causes de ce changement et également les impacts sur la planète. Alors avant de parler climat, il faut déjà définir qu'est-ce que c'est que le climat. On a tendance à confondre souvent météo et climat. Donc la météo, c'est le temps qu'il fait à un endroit donné, à un instant donné, et c'est quelque chose qu'on vit et qu'on ressent. C'est aussi quelque chose qu'on peut mesurer avec des capteurs. Le climat, c'est plutôt le temps auquel on peut s'attendre. C'est la moyenne de plein de situations météo, et pour prendre en compte la variabilité de la météo, en fait, on est obligé de considérer des périodes de temps suffisamment longues, et en général, c'est une trentaine d'années, selon les normes internationales. Donc le climat, c'est plus le monde des statisticiens et des mathématiciens. Et on va se consacrer à l'étude des valeurs moyennes, mais également des valeurs extrêmes. Quand en météo, on voit souvent des variations de température assez fortes dans la même journée, entre le matin et le milieu de journée, ou d'une journée à l'autre. Par contre, en ce qui concerne le climat, une variation de quelques degrés, tout de suite, ça a des gros impacts. Alors ici, on peut l'illustrer par l'évolution du glacier d'Ossou dans les Pyrénées, qui a vu la température moyenne augmenter de 2 degrés en 100 ans, et le glacier a perdu 60% de sa surface. Un écart de 2 degrés pour le climat, c'est également l'écart pour la température moyenne entre Paris et Bordeaux ou entre Nancy et Lyon. Alors, les grands schémas déjà de principes physiques. Alors, le système climatique, comment il fonctionne ? D'une manière générale, en fait, on a l'énergie du Soleil qui nous arrive de manière inégale sur la planète. Il est en excédent dans les zones équatoriales et en déficit dans les zones polaires. Et comme tout système tend vers un équilibre, cette énergie, elle va chercher à se répartir. Elle se répartit par plusieurs moyens, des processus dynamiques, thermodynamiques ou par rayonnement. Et ça concerne tous les compartiments du système climatique. Donc l'atmosphère, mais aussi la cryosphère, toutes les zones en glace ou en neige. Également l'hydrosphère, donc les océans, les mers, les cours d'eau, les lacs et les réservoirs profonds. Également la biosphère, donc tout ce qui est vie sur la planète. Et également la lithosphère, donc la croûte terrestre. Et ce système climatique, il perd de l'énergie en direction de l'espace puisqu'il rayonne. Ce système climatique, il a sa propre variabilité interne. Et par exemple, on peut citer le phénomène El Niño, qui correspond à un déplacement des eaux chaudes en surface de l'océan Pacifique, périodiquement vers le côté ouest du bassin. C'est un cycle qui se reproduit tous les 3 à 7 ans. Et ce phénomène a des impacts sur le climat de nombreuses régions dans la planète. Voilà. Donc ça, c'est la variation interne du système. Maintenant, il existe des éléments externes au système climatique qui viennent influencer ce climat planétaire. Donc l'activité solaire, le Soleil, il a son énergie qui varie de manière cyclique. Les éruptions volcaniques, elles envoient des poussières en haute atmosphère et ça vient faire écran, donc ça diminue la température moyenne.
mais en général, c'est toujours sur des durées très courtes, c'est de l'ordre d'une année. Et également tous les paramètres astronomiques de la Terre qui va tourner autour du Soleil. Donc ça, c'est les forçages externes. Donc le climat, il a toujours évolué. Ici, vous voyez la reconstitution des températures moyennes sur la planète depuis 800 000 ans en arrière. Alors, on les a reconstituées en étudiant, en analysant les carottages de glace de la calotte antarctique. Et on voit bien des alternances de périodes glaciaires et interglaciaires, avec plusieurs degrés de variation à chaque fois. Et ces variations, on arrive à les reproduire complètement par la modélisation, et on les explique par les variations donc les paramètres astronomiques, et en particulier l'excentricité de l'orbite terrestre, qui varie, elle est plus ou moins ronde ou plus ou moins ovale. Donc voilà pour les changements du climat. Mais c'est à des grandes échelles de temps. Et alors, il y a d'autres forçages qui viennent aussi influencer le climat. Donc les forçages anthropiques, donc, en fait, c'est d'origine humaine. Les aérosols, ils ont une influence sur le climat, donc la pollution sous forme de particules. L'usage des sols, donc l'artificialisation et la déforestation, par exemple. Et puis les gaz à effet de serre. Alors, l'effet de serre, qu'est-ce que c'est? Alors, au départ, on a donc le Soleil qui a une certaine température, 6000 Kelvin, et qui rayonne, il envoie de l'énergie, son rayonnement dans le domaine visible et ultraviolet. Et donc, il y a une certaine longueur d'onde, et l'atmosphère est transparente à cette longueur d'onde. Par contre, la Terre, elle va capter le rayonnement, elle va chauffer, et elle-même, elle va rayonner également en direction de l'espace, selon un autre... donc, dans l'infrarouge, c'est une autre longueur d'onde, et là, l'atmosphère n'est pas du tout transparente, elle va beaucoup plus absorber et donc elle va chauffer. Donc voilà, le phénomène, l'effet de serre, c'est ça. Il est complètement naturel et il est même favorable, il est plutôt bénéfique pour nous parce que grâce à lui, il fait 15 degrés en moyenne en fait sur la Terre. Et s'il n'y avait pas cet effet de serre, il ferait moins 18 degrés. Donc, on a des gaz à effet de serre naturels, c'est la vapeur d'eau, et également le CO2, parce que le CO2, vous savez, il est présent en fait naturellement dans tous les compartiments de la planète. Par contre, depuis 150 ans, on a une activité humaine qui génère des gaz à effet de serre additionnels. Et donc, en majorité, le CO2, qui représente 75%, aussi le méthane et le protoxyde d'azote pour les plus importants. Donc vous voyez ici, on a aussi des composés fluorocarbonés. Et donc ça crée un effet de serre d'origine humaine additionnel. Alors dans le cycle du carbone, il existe des compartiments qui peuvent piéger le carbone, on les appelle des puits de carbone. Par exemple l'océan et les forêts qui piègent 50% des émissions de gaz à effet de serre, de CO2 humaines. Alors, je fais une petite parenthèse sur le GIEC. C'est le groupe intergouvernemental d'experts pour le climat. Il a été fondé en 1988 par l'Organisation mondiale de la météorologie et le Programme des Nations unies pour l'environnement. L'objectif du GIEC, c'est d'évaluer tous les travaux de recherche et d'en faire des synthèses et donc de proposer des rapports qui présentent des faits et des textes qui sont indiscutables pour servir de base pour les discussions des États à l'occasion des conférences des parties et des négociations internationales. Donc le GIEC produit des rapports environ tous les 5-7 ans. Et là, on en est déjà au 6e rapport qui est sorti dans les années, il y a 3-4 ans. Et chaque rapport est constitué de plusieurs volumes. Donc, un volume sur les causes du changement climatique, un autre sur les conséquences et l'adaptation, un autre sur l'atténuation. Les scientifiques qui travaillent pour le GIEC le font bénévolement et en toute transparence. Et ils sont mis à disposition par leur laboratoire pour participer à ce méga travail de recherche. Et pour le dernier rapport, ils ont analysé plus de 66 000 publications. Il y en a de plus en plus ces derniers temps, on se demande pourquoi. Donc voilà, et ils étudient toutes les publications, même celles qui peuvent remettre en doute, mais ils analysent tout et donc ils produisent des rapports qui servent vraiment de base indiscutable. Et donc le GIEC a établi que le réchauffement qu'on observe déjà actuellement, il est totalement imputable aux activités humaines.
Alors ici, vous pouvez voir sur le graphique, voilà, la courbe en noir, en fait, c'est la température moyenne planétaire qu'on observe, donc on mesure ici, donc depuis 1850, et on voit déjà la dérive du climat qui est présente depuis presque 1970. Là, elle est mesurable, elle est visible. On a fait des projections climatiques, enfin des projections, des modélisations en prenant en compte les forçages humains ou uniquement les forçages naturels, et c'est qu'en prenant en compte les forçages, les activités humaines, qu'on peut reproduire la dérive du climat qu'on observe, enfin la dérive de température qu'on observe aujourd'hui. À droite, vous voyez des histogrammes. Et en fait, là, alors il y a des petits, ça représente la, comment dire, bon, là, les petits, c'est pour nous dire que en fait, la variabilité interne et les paramètres astronomiques sont négligeables dans la partie de réchauffement. Ici, ça représente les aérosols. Donc, les aérosols ont un impact refroidissant, en fait. Mais attention, la pollution est responsable de 8 millions de décès par an sur la planète. C'est le deuxième facteur de décès sur la planète. La deuxième barrette, ça représente le réchauffement dû aux gaz à effet de serre. Et donc la première, c'est la synthèse des deux. Et donc on arrive à un réchauffement de 1,1 degré aujourd'hui. Alors ici, en fait, on voit l'évolution du CO2 et de la température planétaire depuis 3 millions d'années. Et on a pu établir que donc, la concentration en CO2, elle n'a jamais été aussi élevée dans l'atmosphère depuis 2 millions d'années. Et la température, elle n'a jamais été aussi élevée depuis 125 000 ans. Là, les mêmes données, sauf que là, on a zoomé au niveau du temps. Bon, là, c'est 800 000 ans. Et là, c'est depuis 1950. Voilà. Et donc, l'évolution de la température depuis 1900, pour que vous voyez mieux. Et ici, les changements donc, sont vraiment extrêmement rapides sur 100 ans. Non, oui, même pas, non. Sur 70 ans. Par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, les alternances glaciaires interglaciaires, ce n'était pas du tout sur la même échelle de temps. Voilà. Donc le changement climatique, on est déjà à plus 1,1 degré et il y a déjà des impacts qu'on ressent. Alors je vais vous faire un parcours là-dessus. La montée des eaux due à la fonte des glaces de terre et à la dilatation de l'eau des océans, c'est la plus rapide depuis au moins 3000 ans. La banquise arctique fond et sa surface est la plus réduite depuis au moins 1000 ans. Et les glaciers reculent avec un recul sans précédent depuis au moins 2000 ans. La température, donc ce chiffre de 1,1 degré, c'est une moyenne parce que en fait, le réchauffement il est inégal selon là où on se trouve sur le globe et il est plus élevé sur les zones continentales que sur les zones océaniques. Et il est également beaucoup plus marqué sur les très hautes... Mince, j'ai dû faire une bêtise. Voilà. Sur les très hautes latitudes. Voilà. Donc, en France métropolitaine, on peut avoir en tête un ordre de grandeur d'environ 30% de plus que la valeur moyenne mondiale. Donc, pour la température, ça se réchauffe partout, pas aussi fort, mais ça réchauffe partout. Pour les précipitations, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a des zones du globe qui voilà, on ne voit pas très bien, mais là, c'est du bleu, qui voient les cumuls annuels de précipitations augmenter et d'autres zones qui voient des cumuls annuels de précipitations diminuer. C'est en lien avec les modifications de circulation générale des grands centres d'action. Bon, voilà. En Europe, on est dans une zone de transition, là en France, mais on est dans une zone de transition, et le nord de l'Europe voit ses cumuls de pluie annuels augmenter, et la zone méditerranéenne voit des cumuls plutôt diminuer. Pour les pluies annuelles, on va noter aussi qu'on a une grande variabilité d'une année à l'autre, ça c'est vraiment spécifique. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Et également, on observe une augmentation en intensité et en fréquence des fortes pluies. Alors ça, c'est en lien avec l'intensification du cycle de l'eau. Alors, je vais vous expliquer. Voilà. Donc, l'intensification du cycle de l'eau, ça favorise les précipitations extrêmes. En effet, quand il fait plus chaud, l'atmosphère peut contenir plus d'humidité. Et pour 1 degré de température en plus, on peut ajouter 7% d'humidité en plus. Donc ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il va pleuvoir, il pleuvra 7% en plus,
mais ça veut dire qu'en fait, on a potentiellement plus d'eau précipitable. Donc ça explique l'augmentation des précipitations extrêmes. Alors ce qu'on appelait avant précipitations extrêmes, en fait, elles sont plus fréquentes aujourd'hui et elles deviennent plus intenses également aujourd'hui. Alors, l'intensification du cycle de l'eau favorise également les sécheresses. La hausse de température crée une pression évaporative sur les sols et également sur les végétaux qui vont plus transpirer en puisant l'eau dans les racines, dans le sol. Et on a également en montagne les stocks de neige qui sont moins conséquents que dans le passé. Ça a un impact sur la chronologie avec laquelle l'eau arrive dans les cours d'eau, puisqu'on ne va pas avoir ce pic de fonte au printemps, où il sera moins conséquent en tout cas. Et donc tous ces éléments conjugués favorisent la sécheresse, que ce soit la sécheresse des sols en surface, mais également dans les cours d'eau et également dans les réservoirs profonds. Et on observe cet assèchement même dans les régions où on a des quantités d'eau qui ne varient, enfin des cumul de précipitations qui ne varient pas. Alors en 30 ans, sur les zones végétalisées, on a déjà observé une diminution de l'humidité de 11%, ce qui crée forcément des conditions pas favorables pour la végétation. Donc les événements extrêmes sont plus fréquents et plus graves. Alors j'en ai déjà cité quelques-uns. Ici, on voit les chaleurs extrêmes également, plus fréquentes, plus intenses. Et la sécheresse, elle favorise des conditions propices aux incendies. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qu'on va observer de plus en plus. Alors ici, c'est une carte qui est issue du dernier rapport du GIEC, une représentation schématique des continents. On est dans la zone WCE et Méditerranée. Voilà. En ce qui concerne les chaleurs extrêmes, la majorité des régions de la planète sont concernées par ces vagues de chaleur qui sont plus fréquentes et plus intenses. À noter que des épisodes de chaleur humide peuvent causer un réel danger pour la santé dans les zones tropicales. Pour la sécheresse, on a de certaines régions qui sont concernées par l'augmentation des sécheresses. Et pour les fortes précipitations, alors là, ce qu'on appelle fortes précipitations, c'est quand on a en une heure ou en une journée autant de pluie qu'en un mois, voire plus. Donc on observe aussi dans de nombreuses régions de la planète une augmentation de la fréquence de ces fortes précipitations. Ici, le bloc Méditerranée étant assuré, parce que en fait, pour le GIEC, il n'y a pas assez d'études qui ont été faites, mais celles qu'on a faites, nous, à Météo France, attestent qu'on voit aussi une augmentation des fortes précipitations dans la région méditerranéenne. Alors, maintenant, un petit mot sur finalement, qu'est-ce qui nous attend. Alors, on continue dans la partie physique, climat. Les boucles de rétroaction. J'ai choisi l'exemple de la banquise pour vous parler de ça. Donc, en fait, une boucle de rétroaction, c'est un processus qui vient s'auto-renforcer. Alors, le réchauffement de l'atmosphère va faire fondre la banquise. La banquise qui fond laisse de la place en fait à des surfaces d'océan. Et ça change donc l'albédo. L'albédo, c'est la capacité de la surface à renvoyer le rayonnement d'où il vient, à réfléchir. Plus c'est blanc et brillant, plus ça réfléchit le rayonnement, et plus c'est mat et foncé, et plus ça va absorber la chaleur. Donc vous imaginez bien que si on remplace de la banquise par une surface d'océan, la chaleur, elle va finalement rester au niveau de la surface de l'océan, et ça va chauffer l'atmosphère en fait. Voilà, le rayonnement, il n'est pas renvoyé. Donc c'est une boucle de rétroaction positive, alors pas dans le sens où c'est plutôt négatif pour nous en tout cas, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc ça vient renforcer le réchauffement. Alors ces boucles, elles sont nombreuses. Par exemple, l'atmosphère plus chaude, elle peut contenir plus de vapeur d'eau, et la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Le pergélisol, quand il fond, il libère du méthane. Alors, le pergélisol, c'est des sols qui sont gelés toute l'année, qui sont dans les hautes latitudes, en Alaska ou en Sibérie. Donc le méthane est un puissant gaz à effet de serre. Les incendies libèrent également des gaz à effet de serre.
Et la végétation, elle est détruite par les incendies et mise à mal par les sécheresses. Or, la végétation est un puits de carbone. Voilà. Donc, des boucles comme ça, elles sont nombreuses et elles sont interconnectées. C'est assez complexe. Ah, voilà. Hop. Ah, bah zut, il manque... bon. Alors, donc tout ça, c'est le moment de vous parler des points de bascule du climat. Un point de bascule, c'est quoi? C'est comment dire? C'est un seuil au-delà duquel un système va se réorganiser de manière assez abrupte et irréversible, en tout cas à l'échelle de temps humaine. Et en fait, c'est comme si on a un système dans un équilibre qui bascule dans un autre état d'équilibre, mais assez éloigné. Alors, en fait, sur la planète, il existe de nombreuses structures qui viennent quand même refroidir le climat. La banquise, en fait, parce que c'est une grosse masse de glace, elle a quand même un effet refroidissant. Les forêts, la forêt amazonienne, les forêts boréales, elles apportent de l'humidité et elles ont donc un effet refroidissant également. Et puis le grand courant méridien de retournement atlantique, c'est le courant que vous voyez schématisé ici. C'est en fait, si on fait tomber une goutte d'eau, elle va faire le tour de tous les océans, ça va être brassé, il faut quelques centaines d'années. Et ce phénomène permet de puiser de l'énergie en surface, de capter de la chaleur, de l'énergie en surface et du CO2 et de venir l'emmener au fond de l'océan. Donc, ça vient brasser et mélanger. Ce courant, il est actionné par une pompe qui, en fait, au moment où l'eau elle arrive vers la banquise arctique, elle va passer ça va former de la glace. Mais le sel, lui, il reste dans l'eau. Et donc, l'eau qui est présente là, en fait, elle se voit, la concentration en sel augmente, et donc l'eau devient plus lourde, et elle plonge. Et c'est ce mécanisme, c'est ça qu'on appelle la pompe, qui vient actionner cette grande circulation. C'est au niveau du nord de l'Atlantique, là. Voilà. Donc vous imaginez bien que si la banquise disparaît, ou en tout cas devient trop petite à un moment donné, cette pompe n'existera plus, et du coup, ce courant, il pourrait s'effondrer. Bon. Alors, le GIEC, il a déjà cité depuis le début des années 2000 ces points de bascule du climat en les donnant avec une référence possible à partir de 4 degrés de réchauffement. Depuis le dernier rapport, enfin peut-être avant aussi, mais en tout cas dans le dernier rapport, là, il a été dit qu'il y avait une probabilité significative de passer un point de bascule à partir de 1 degré de réchauffement, et une probabilité forte à partir au-dessus de 2 degrés. Alors là, les chiffres, je ne les ai pas vérifiés. Voilà. Ne vous arrêtez pas sur ces chiffres-là. Mais en tout cas, le schéma, c'était pour illustrer. Donc là, c'est le moment où je vous dis quelque chose de très angoissant. J'en suis bien consciente. Il faudrait peut-être respirer. Bon, je vous propose de passer à la slide après, où je vous parle de ce qu'on peut maîtriser. Donc là, les émissions de gaz à effet de serre. Donc le GIEC a établi que le réchauffement de la planète, il est directement lié à la quantité totale de gaz à effet de serre qu'on a rejeté dans l'atmosphère. Hein, si on fait le cumul de toutes les années passées, il y a un lien direct entre le réchauffement et ce qu'on a rejeté. Donc le climat de demain, il dépendra de ce qu'on va encore continuer à rejeter dans l'atmosphère. Alors, comme on ne connaît pas les politiques climatiques, les politiques qui vont être mises en place dans les États à l'international, du coup, le GIEC a proposé différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui correspond à différents niveaux de réchauffement. Et on voit qu'il est encore possible de maintenir le réchauffement sous les 2 degrés en fin de siècle. Et par contre, il y a d'autres scénarios qui nous amènent à des réchauffements qui atteindraient 5 degrés en fin de siècle. Donc en fait, l'ensemble des possibles varie du simple au triple. Donc pour conclure, on est maintenant donc rentré dans une époque qu'on appelle l'anthropocène. Les activités humaines, elles impactent le climat. Il y a un consensus scientifique qui atteste que ce changement, il est totalement dû aux activités humaines et donc en grande partie dû aux émissions de gaz à effet de serre. Il est inédit par son ampleur et sa rapidité et il s'intensifie.
Alors, le changement climatique, il a des conséquences fortement négatives pour l'ensemble de la vie sur la planète, pour les écosystèmes et donc pour les sociétés humaines. C'est maintenant notre responsabilité d'infléchir la trajectoire pour éviter quelque chose d'ingérable. Et donc, il existe de nombreuses solutions pour lutter contre le changement climatique et nous avons tous un rôle à jouer, aussi bien au titre individuel que en tant que citoyen ou dans notre activité professionnelle.